Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Plus que 2 mois pour le départ du Comité international de la Croix-Rouge du Kasaï occidental. Il va porter secours aux populations en détresse dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, restitution ce lundi des récents travaux du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, des travaux qui ont porté sur le processus électoral dans le pays. Les évêques plaident pour les provinciales en 2015. Et enfin, toutes les femmes de l'espace francophone sont représentées depuis ce matin à Kinshasa, à l'occasion du 2e Forum mondial des femmes francophones, dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État lui-même. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, je suis très heureuse de vous le présenter. Le mois de la femme s'ouvre avec faste, il faut le dire, en République démocratique du Congo. Un 2e rendez-vous pour le 2e Forum mondial des femmes francophones, ouvert ce matin à Kinshasa. Déjà, à l'issue de cette première journée, les participantes à ce forum ont livré leurs impressions au micro de Mika Feza. J'ai choisi de travailler dans la commission Femmes et éducation. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai fait une étude et j'ai constaté que les femmes congolaises, la majorité de la population se trouve dans les milieux ruraux. La majorité des femmes se trouve dans les milieux ruraux, dont la plupart sont analphabètes et abandonnées à elles-mêmes. Les filles n'étudient pas et tout ça. Moi, j'ai trouvé que pour arriver au pouvoir, parce qu'il y a encore la commission femmes et pouvoir, il faut commencer d'abord par l'éducation. Oui. Pour nous, musulmanes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, en assemblée générale, là où il y a une grande minorité de femmes, alors j'appelle toutes les femmes de se mettre debout, car c'est notre droit de contribuer dans notre pays et dans la société. Éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Ça, la femme, la maison ne peut pas être en abondance. Surtout, je voudrais plaider particulièrement pour les femmes de l'Est. Ces femmes de l'Est qui viennent de passer 20 ans dans les camps de déplacés, 20 ans sous la guerre, 20 ans sous les violences sexuelles et toutes sortes de violences faites aux femmes à l'est de la RDC. J'espère qu'il y aura un programme spécifique, un programme particulier pour récupérer les femmes de l'Est qui n'ont pas pu étudier pendant 20 ans. Nos attentes sont lesquelles? Nous avons plusieurs défis à relever. En tant que femme entrepreneur et présidente de la commission du développement de l'entrepreneuriat féminin dans mon pays, je me dois de fonder beaucoup d'espoir. À savoir, premièrement, résoudre l'épineux problème de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec plusieurs femmes de différents pays. Pratiquement, nous avons les mêmes problèmes. C'est le lieu pour nous, au niveau de cette tribune, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs rôles respectifs, parce que leur rôle primordial, c'est d'abord la création d'emplois, la création des richesses. Et déjà ce dimanche, certaines participantes et d'autres invités ont assisté à un vernissage d'œuvres d'art et ont pu découvrir un groupe musical par la même occasion, des réalisations 100% RDC. Des arts plastiques, peinture, sculpture, céramique, mode, tous œuvres réalisées par les femmes. Des talents qui mettent en exergue l'ingéniosité de la femme, dont la ministre du Genre n'a pas manqué de louer lors de cette cérémonie de vernissage organisée à Kinshasa. Vos œuvres nous parlent. Elles nous disent qu'il y a dans la femme des talents insoupçonnés, des capacités exceptionnelles et d'énormes potentialités pour relever les défis qui s'imposent à notre société. Il suffit de vous écouter et de partager votre rêve. Le monde percevrait peut-être la problématique de l'égalité autrement. Parmi ces œuvres figure un robot roulage, création d'une femme congolaise. Le robot, quand il a été exposé, le robot n'avait ni forme ni éclat. C'était un robot à bois. Les ingénieurs ont pris ces robots et on a perfectionné le robot. On lui a donné le langage, on lui a donné beaucoup de sens.
Cerise sur le gâteau, un orchestre uniquement composé de femmes qui a agrémenté la soirée. Ce sont des talents qui sont cachés, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant l'occasion leur est donnée de s'exposer et c'est très beau. On a vu le couturière, l'orchestre m'a épaté, et purement féminin. C'est pas parce qu'ils sont féminins, mais ils ont du talent. Voilà. On n'attend pas seulement de la femme la beauté du corps, la parure, mais on attend aussi la beauté des idées, la beauté des initiatives, et donc la véritable créativité qui donne un élan au développement national, au développement intégral de ce pays. Une occasion pour ces dames de lever leur front pour toujours. Que la femme congolaise ne doit pas se sous-estimer. Elle doit aller de l'avant, prendre son courage à deux mains, aller de l'avant pour défendre les talents de la femme congolaise. L'exposition de ces œuvres d'esprit produites par les femmes congolaises nous fait donc entrer de plein pied dans le mois de mars, mois de la femme. Et on revient sur l'ouverture proprement dite de ce deuxième forum mondial des femmes francophones. Ces assises ont été marquées par une symbolique forte, la présence d'une femme chef d'État de la sous-région, la centrafricaine Catherine Samba-Panza, une première en Afrique centrale. L'Irlandaise Mary Robinson et la première dame du Mali étaient également présentes lorsque Joseph Kabila Kabange a déclaré ouvert ses travaux. Comme un seul homme, pour une bonne et unique cause, notamment celle du développement de leur pays, les femmes de l'espace francophone ont ouvert leur deuxième forum mondial à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités. Pour le président en exercice de la francophonie, Joseph Kabila, certes, les avancées significatives ont été enregistrées sur les questions liées au genre, mais reste encore beaucoup à faire. Mais malgré les avancées réalisées, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, autant sur le plan de l'éducation, de la formation, de la parité au niveau des responsabilités sociales et politiques, que sur d'autres aspects de la vie nationale. La marche de notre pays vers son émergence doit capitaliser cet important potentiel que représente la femme. Catherine Samba-Panza, présidente de la transition de la République centrafricaine, un symbole de l'ascension sociopolitique des femmes en Afrique, a fait l'honneur à toutes les femmes de l'espace francophone en rehaussant de sa présence à ses assises. Pour elle, c'est une tribune accordée aux femmes pour jeter des bases profondes sur leurs droits. Cette grande rencontre internationale s'ouvre à un moment où certains États membres de l'espace francophone vivent des situations dramatiques, se traduisant par des crises humanitaires et des exactions de toute nature. Le monde francophone donne aujourd'hui une autre occasion de réflexion aux femmes sur la problématique femmes, Afrique du développement. Ce thème constitue la principale articulation des échanges qui vont se faire au cours de ces assises. Je suis persuadée que les conclusions seront très riches pour le devenir de la femme dans l'espace francophone. Faisant référence au thème de ce forum et conscient de l'importance et de la place qu'occupe la femme dans la société, je tiens comme primordial le respect de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, à la formation, à la santé et surtout à la paix. Environ 77 délégations des pays membres de la francophonie ont répondu présents à cette rencontre, de quoi les remercier par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Distingués invités, venir à Kinshasa, la capitale de la francophonie, c'est faire un pèlerinage sur le terrain de la diversité culturelle et linguistique, un terrain d'une francophonie qui vit et qui bouge. C'est aller à la rencontre d'une population de plus de 70 millions d'habitants, dont plus de 52% est constituée des femmes. Vous comprendrez pourquoi, après
au cœur de l'Afrique, un espace d'échange aux femmes qui constitue la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux se sont poursuivis en atelier en attendant la clôture prévue ce 4 mars à Kinshasa. Et on quitte le siège des chambres parlementaires pour l'hôtel du gouvernement. La gouvernance s'est donc retrouvée au cœur de la troïka stratégique de l'exécutif central à la primature. Il s'est dégagé un taux d'inflation de 0,04%, ce qui porte l'estimation en termes annualisés à 1,4%. Patrice Kitsebi, ministre délégué aux Finances, nous en fait le point. Le taux d'inflation est situé à 0,04%, ce qui porte l'estimation en termes annualisés à 1,4%. Ce, grâce à la poursuite rigoureuse des réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement. Ces statistiques ont été révélées à l'issue de la réunion de la troïka stratégique tenue ce lundi à l'hôtel du gouvernement. En tout cas, on sera à un niveau d'inflation inférieur à 2%, bien loin de la cible de 3,7% prévue dans le programme. Donc, de ce point de vue-là, nous devons rassurer les opérateurs économiques, les agences économiques dans leur ensemble. Le niveau de l'évolution du taux de change est également maîtrisé. On a noté au cours de la dernière semaine même une appréciation sur le marché interbancaire et même au parallèle. Donc, le taux de change est stable. À ceci s'ajoute le pari de la création des richesses dans la perspective d'un taux de croissance à 9,5%. Ce qui signifie que le rythme de création de richesses en 2014 va être supérieur au rythme de formation de richesses en 2013. Et donc ces éléments, disons, donnent un peu une indication sur la volonté du gouvernement de continuer à mettre en œuvre les réformes structurelles, notamment dans le domaine de la gouvernance, notamment dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires, pour que l'économie continue de croître à un rythme assez élevé et qui nous permette de sortir la majorité de la population de la précarité. Les discussions de cette rencontre ont aussi fait allusion à la nécessité de réduire les coûts des transactions au sein de l'économie. Processus électoral à présent, la conférence épiscopale nationale du Congo vient de rendre public le communiqué de la réunion du comité permanent qui s'est tenue du 24 au 27 février dernier, des travaux à l'issue desquels elle a émis des suggestions. Suivez. Les projets de la feuille des routes du cycle électoral présenté par la CENI intéressent aussi la conférence épiscopale nationale du Congo qui l'a examiné lors de la réunion du comité permanent tenue du 24 au 27 février dernier. La CENCO a rendu public les communiqués de cette réunion au cours d'un point de presse organisé ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. L'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local au suffrage indirect n'est pas de nature à consolider notre démocratie. Eh bien, on connaît aussi à ces niveaux, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections au niveau municipal, au niveau urbain, au niveau local et même au niveau des députés provinciaux se fassent par suffrage direct. Ceci d'abord pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution à l'article 197, notamment pour l'élection des députés provinciaux. Au regard de ces communiqués, les évêques recommandent l'appurement des arriérés électoraux, gage de la démocratie, mais aussi la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. À en croire le secrétaire général de la CENCO, la promotion de la démocratie à la base renforce le contrôle du peuple sur ses représentants. Environnement, un an après la publication du rapport de Greenpeace Afrique sur le cas congolais, les relations entre Kinshasa et l'Union européenne sur l'exploitation forestière ont été évaluées cet avant-midi par le coordonnateur national RDC de cette ONG. Images et commentaires. Gouvernance forestière et règlement bois de l'Union européenne, une année après la publication du rapport de Greenpeace Afrique sur l'exploitation forestière en RDC, l'heure était à l'évaluation des différentes actions menées dans le domaine. Un an après, les chaos persistent.
Il y a quelques exemples simples. Imaginez-vous qu'un Assibo 2012, c'est-à-dire le permis qu'on donne à un exploitant forestier pour couper les bois en 2012 n'est signé qu'en mars 2013 et que cet exploitant a eu à couper du bois en 2012. Mais entre-temps, l'exploitant a coupé du bois. Par faute de financement. Cependant, la protection de la forêt et du bassin du Congo demande la corrélation des efforts de plusieurs acteurs. Le modèle d'exploitation forestière actuel a montré ses limites et nous avons besoin des alternatives. Il y a des choses, ça ne va pas. Les contrôles au port, ça ne donne pas. On ne sait pourquoi. Tableau sombre qui illustre les entraves qui gangrènent le secteur, d'où la formulation de quelques recommandations pertinentes à ce sujet. Du côté du secteur artisanal, et c'est là où je dis qu'il y a blanchiment du bois, il y a les exploitants industriels qui travaillent actuellement derrière les exploitants artisanaux, juste pour prendre du bois et s'en passer des taxes et de certaines obligations fiscales. La publication de ce rapport a coïncidé avec l'entrée en vigueur du règlement bois de l'Union européenne le 3 mars 2013 qui interdit l'importation de bois d'origine illégale et de produits dérivés sur le marché de l'Union européenne. Écho des provinces à présent, le gouverneur du Kasaï occidental s'en va en guerre contre l'insécurité alimentaire dans sa province. De vastes travaux de culture vivrière qui ont été lancés à Chibamba et à Kambala, situés à 18 km de la ville de Kananga, ont fait l'objet de la visite d'inspection du chef de l'exécutif provincial. Alex Kandemou-Pompa se veut rassurant quant à la bonne marche de ce projet. Dans le souci d'assurer la sécurité alimentaire dans la ville de Kananga en particulier et dans la province du Kasaï occidental en général, le gouverneur des provinces Alex Kandé s'est rendu dans les différentes plantations de l'interland de la ville pour s'assurer de la bonne marche des travaux ce samedi 1er mars 2014. Alex Kandé était à Chibambula, à 18 km de la ville de Kananga au sud-est, pour visiter une plantation de 35 hectares parsemée de manioc, de riz, d'arachide et autres produits vivriers. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette visite d'inspection permettait de palper du doigt les travaux des cultures engagées dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Après le site de Chibambula, Alex Kandé s'est rendu au village de Kambala où il a visité une plantation de tournesol et de riz d'une superficie de 115 hectares. Le tournesol ici, il y a également le riz. Regardez derrière moi, vous verrez qu'il y a beaucoup de riz cultivé, je crois, sur 4 hectares et le tournesol sur 9. Le tournesol, vous connaissez son histoire. Il nous a été envoyé par nos partenaires indiens qui ont envoyé, je pense, 50 tonnes, si j'ai bonne mémoire, 50 tonnes destinées au Kasaï occidental, plus principalement à la ville de Kananga. C'est parce que lorsque nous aurons fini de cultiver, tout le cycle terminé, ils vont venir racheter toute la production. Notre idée avec eux, c'est qu'ils puissent installer une usine à Kananga pour pouvoir produire le biocarburant. Le biocarburant sera exporté, on espère, via la route de l'USA. À 100%. Je dois féliciter tous les acteurs de ce travail, à 100%. Merci. Et puis, comme annoncé dans les titres, le bureau du comité international de la Croix-Rouge basé au Kasaï occidental va fermer ses portes le 30 avril prochain. Le chef adjoint CICR RDC l'a fait savoir au numéro 1 de cette province, Alex Kandemou-Pompa, au cours d'une audience. Il compte poursuivre ses activités dans l'est du pays après un bilan jugé positif du travail réalisé au sein même de la province. Le gouverneur du Kasaï occidental a échangé ce mardi 25 février avec une délégation du comité international de la Croix-Rouge. Au cours de cette audience, les interlocuteurs d'Alex Kandemou-Pompa, conduits par le chef adjoint du CICR en République démocratique du Congo, Xavier Skojavier, annoncent la fermeture de leur bureau en province d'ici le mois d'avril. Le président provincial de la Croix-Rouge RDC, Yacine Mwamba, a sollicité l'appui de l'autorité provinciale dans la poursuite de leurs activités. Dans cet échange avec le numéro 1 du Kasaï occidental, le chef de bureau CICR
CICR Claudine Bombo révèle que son mouvement s'est particulièrement occupé du rétablissement des liens familiaux des enfants séparés de leurs parents. Dans ces domaines, 264 enfants ont été réunifiés avec leurs parents depuis l'opérationnalité du CICR en province en 2012. Oui, effectivement, on a rencontré le gouverneur de Kasaï occidental à propos de nos activités humanitaires. Nous, dans notre mandat, on a ouvert les bureaux en janvier 2012. Justement pour le suivi de la situation préoccupante de migrants expulsés congolais. Et c'est à ce domaine qu'on a passé aussi pour remercier la collaboration des autorités ainsi que pour annoncer la clôture de notre bureau. Notre bureau va être fermé à partir du 30 avril cette année. Le bureau de Kananga est dans le programme de suivi des expulsés congolais d'Angola. Nos activités, nous avons un mandat international qui nous a conféré la communauté internationale pour apporter de l'aide, de l'assistance et la protection aux victimes des conflits. C'est à cause de ça que nous, on va continuer. Ça fait 35 ans qu'on est présent en RDC. Et on va continuer nos activités, surtout à l'est du pays, dans le Kivu, Provence-Orientale et Katanga. Et on prend l'avion pour la province du Nord Kivu où l'on a observé une grogne de conducteurs de mototaxi de la ville de Goma. Ils sont descendus dans les rues ce lundi pour protester contre le bouclage qu'effectue la police nationale de roulage dans cette ville pour ceux qui ne sont pas en règle envers l'hôtel de ville. Ils étaient dans la rue ce lundi 3 mars. Les taximens moto de Goma non encore enregistrés à l'hôtel de ville. Ces derniers ont barricadé certaines artères secondaires de la ville avec des pierres en brûlant des pneus par-ci par-là. Certains taximens moto se disant être en ordre se plaignent eux aussi des tracasseries de la police qui les confond avec les non encore enregistrés ou mieux identifiés. Depuis le samedi, on est attaqué avec la police et on est poursuivi. Mais je ne sais pas si c'est pourquoi. Parce qu'on nous avait dit qu'il faut que le motard s'identifie. Maintenant, on a déjà s'identifié et puis on continue de nous arrêter. Mais on ne sait pas si c'est pourquoi. Parce que nous avons le droit de travailler tranquillement. Nous avons le droit de se promener partout où nous voulons. Mais on nous arrête et on ne sait pas si c'est pourquoi. Pour la police, les choses sont plus que claires. Tout taximène moto voulant travailler à Goma doit s'identifier à l'hôtel des villes. Le maire de la ville a dit que tous les montards vont s'identifier. Et leur délai, c'était au plus tard le 28 février 2014. Le délai expiré, nous avons passé à l'action. Nous sommes en train de les arrêter et les pousser pour aller s'identifier. La police ou la PC n'a pas une gueule qui va engager avec le montard. Ce qui est vrai, ce qui est clair, que le montard a s'identifié, c'est clair. Les taximens moto de Goma restent toujours divisés sur l'aspect identification. Les uns veulent à ce qu'ils soient identifiés et d'autres affichent toujours un comportement anti-enregistrement de leur moto. Depuis Goma, vous verrez Patrick Sialoua pour Biwan. Merci Patrick Sialoua pour cette mise au point. Écho du continent à travers les lignes débute avec l'Express qui parle du Nigeria. Plusieurs dizaines de morts dans une série d'attaques de Boko Haram. Les habitants de la ville de Maïdougouri et ses alentours dans le nord-est du Nigeria ont subi en fin de semaine une série d'attaques sanglantes attribuées à ces islamistes. Elles ont provoqué la mort d'au moins 74 personnes et sans doute bien plus pour la seule journée de samedi. La première attaque, un double attentat, a fait samedi soir au moins 35 morts dans la capitale de l'État de Borno. La deuxième bombe a fait le plus grand nombre de morts et blessés. Beaucoup de gens étaient accourus pour secourir les victimes de la première explosion. Peu après, une autre attaque encore attribuée à Boko Haram à quelques 50 km à l'ouest de Maïdougouri a fait 39 morts dans la localité de Maïnok. Là aussi, les habitants se préparaient à la prière du soir quand des dizaines d'assaillants vêtus d'uniformes de l'armée et circulant à bord de 4x4 ont attaqué la ville à la grenade et au fusil mitrailleur. Le président français François Hollande, qui était jeudi encore au Nigeria, a condamné avec la plus grande fermeté dimanche dans un communiqué les attentats terroristes au Nigeria. Des attaques meurtrières quasi quotidiennes dans cette région malgré l'instauration de l'état d'urgence et l'offensive militaire en cours depuis mai dernier dans les 3 États de Borno, Yobe et Adamawa.
Et on prend à présent Jeune Afrique qui fait état du retour du président ivoirien après 4 semaines d'absence, après une convalescence en France où il avait été opéré d'une sciatique. Alassane Ouattara est rentré ce dimanche à Abidjan, un retour salué dans la ferveur populaire en présence du roi Mohamed VI du Maroc qui séjourne dans la capitale ivoirienne. Quelques 150 000 personnes selon la police, dont de nombreuses portées des habits aux couleurs orange du RDR, Rassemblement des Républicains, son parti, l'attendaient à proximité de l'aéroport d'Abidjan et tout au long de la dizaine de kilomètres menant à son domicile. Nombre d'entre eux arboraient un t-shirt sur lequel on pouvait lire Akwaba, qui veut dire bienvenue ou encore tu nous as manqué. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme, je me porte bien, je suis en parfaite santé et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente, a plaisanté le chef de l'État en référence à l'émergence économique et sociale qu'il dit fréquemment visée pour la Côte d'Ivoire en 2020. À présent, comme vous pouvez vous y attendre, avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes, a annoncé Alassane Ouattara, très souriant. Et nous allons parler à présent technologie. Samsung vient de lancer sur le marché une télévision de définition et qualité supérieure, présentée à un parterre d'invités il y a quelques jours au Grand Hôtel Kinshasa. Le dernier né de Samsung, c'est cette télévision ultra haute définition que Samsung Electronics vient de mettre sur le marché. Une taille incroyable et une expérience inoubliable, ces chefs-d'œuvre des technologies a été présenté au public le week-end dernier. Netteté, luminosité et contraste, des qualités qui font que cette télévision disponible en 55, 65 et 85 pouces vaille son pesant d'or. Oui, Samsung est le number one player. Nous, Samsung, qui sommes l'un des numéros 1 mondiaux, nous avons la responsabilité de vous donner la meilleure télévision qui soit. Comme vous allez le découvrir, nous allons vous montrer la meilleure télévision ayant jamais existé au monde. Vous allez expérimenter la toute dernière télévision TV in the world. Cette dernière télé dans le monde, fruit de la clé du succès de Samsung, qui est l'innovation, vous donne une très bonne raison de retomber amoureux de la télévision. La télévision Samsung UHD, c'est la première des télévisions, la première en termes de qualité, la première en termes de performance. Avec la télévision Samsung, vous avez le design, la qualité et en plus, j'oubliais, vous avez l'évolution. Avec son kit évolution, la télévision Samsung vous permet de mettre à jour vos logiciels et même tous les contenus qui peuvent arriver comme signal au niveau de votre télé. Les entreprises et le public ont aussi de bons témoignages à faire de Samsung, parmi lesquels l'entreprise B1, dont le DG n'a pas manqué de dire quelques mots. En 2015, toutes les chaînes de télévision du monde sont obligées de passer au numérique, à la qualité numérique. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils devront changer leur matériel, changer leur caméra, changer leur émetteur, changer leur système d'exploitation. Avec cette télévision, avec cette qualité d'image que déjà la télévision donne par elle-même, je vous assure que les images de B1 chez vous à la maison seront encore meilleures. Le téléviseur Samsung UHD modèle S9 de 85 pouces a ébahi tous les convives qui en ont profité pour faire un petit test. Vous connaissez la chanson ? Vous connaissez bien la chanson ? Juste pour vous rappeler que la télévision B1 est toujours à la pointe de la technologie. Et c'est par là que l'on referme ce grand rendez-vous d'information. Merci d'avoir été nombreux à travers le monde pour le suivre. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.